Personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Sur ABK Radio, tous les mardis et les mercredis entre 14h et 15h. Au fil de la conversation, les amis, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Merci de faire toujours le choix de la radio utile et agréable, la 89.9 FM. Être au fil de la conversation, c'est pas seulement être à l'écoute d'une émission, mais c'est vivre, surtout vivre une émotion. C'est aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre et à la découverte de nos mécènes sous 360 degrés, côté cour, côté jardin. Lorsque nous regardons autour de nous, nous réalisons que beaucoup de choses se rapportent à l'art, contiennent de l'art, sont de l'art et même exposent de l'art. L'art nous entoure, l'art analyse le comportement de la société, de ce qu'elle a de meilleur, mais aussi de pire parfois. Salifou Lindou, notre invité du jour, est un artiste qui fait briller son art sur la scène mondiale. Il nous plongera dans cet univers tout au long de cette émission. Et surtout, il nous dira tout, mais je vous promets, tout, sur son enfance, sur son parcours, entre parcours, défis, échecs et expériences qui est Salifou Lindou en réalité. Au micro de présentation, je suis Bébel Lagrande, fidèlement accompagnée à la technique par Suzanne Lipem. Retrouvons-nous derrière cette petite respiration musicale. Bienvenue sur les antennes d'ABK Radio, Salifou Lindou. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent au fil de la conversation. Idiba ibusi wame esewe bidibidi esewe bidibidi asebunya odori money Idiba ibusi wame esewe bidibidi Wopakata Alea Idiba ibusiwa Esewe bidibidi Esewe bidibidi Osi utape boso Ombwa na epasi ombwa Bondi ese iteleno debile mai ombwa O madangwa tengeya Odangwa londo kamoto setona boloy boloy O sidimbe ya pona Okusi minam na minam songele Njan pepe nukusi
Disimakawa Langwa Oidimbea Oidimbea na wande Dibake no idwana bolongi Wasu Oidimbea Obina Wende bisokanu Musina Nuja ote sebolo olondo Oidimbea Disimana bebila Dipimbi kwata wone Disengi mwenge mandolo Mwene kombo elongino Nampungu musibepe umate Naditele de misoma sujene mwaye Ya sona Jale jene mwaye Disi ya me disuba boname Busa soe Jale jene mwaye Dibi ya bolone bo boname Ya sona Jale jene mwaye Osi banga ke ja suba boname Yeba Mwaye mon amour Owe amamsi Dakwala otoka moto Emi Bambonda Nongele Babusu De retour sur ce plateau, vous êtes au fil de la conversation sur les antennes de la radio utile et agréable. Et comme invité à mes côtés, j'ai Salifou Lindou qui fait briller ce plateau de mille feux par sa présence. Bienvenue sur les antennes d'ABK Radio. Salifou Lindou, bienvenue au fil de la conversation. Merci Babel. Alors, comment ça va? Au thé, café? Ça va très bien ce matin. Je me suis levé de bon pied, comme on dit. Oui. Et à l'idée que j'allais venir à votre radio aujourd'hui. Oui. Oui. Et je suis heureux d'être là. Ben, c'est nous. Salifou Lindou, il vit et travaille à Douala, ça c'est pour les auditeurs. Hein. Salifou Lindou vit et travaille à Douala.
Il est camerounais d'origine. Sa pratique de l'art commence depuis sa tendre enfance, où très tôt il participera à des concours de dessin interrégionaux. D'ailleurs, vous remportez le prix national de dessin à l'époque pour le logo de la campagne de lutte contre le sida. On est autour des années 1989. Votre rencontre avec les arts visuels se fera quelques années plus tard lorsque vous décidez de vous installer dans la ville économique du pays, Douala. Donc c'est au courant des années 92-94 que le mouvement de l'art contemporain au Cameroun commencera justement à se mettre en place. Dans votre processus créatif, vous allez développer un très grand intérêt pour l'exploration de techniques et de matériaux de récupération disponibles en quantité aujourd'hui dans vos ateliers. Des assemblages de bois et tôle qui vous représentent sont fortement présentes dans vos travaux entre la fin des années 90 et le début des années 2020. Mais au-delà du dynamisme, Salifou, vous ne cessez de dépeindre l'humain dans son rapport avec son semblable. Vous le matérialisez dans vos œuvres de façon particulière. Alors, qui est réellement Salifou Lindou? Tout simplement, Salifou Lindou, c'est un Camerounais né à Fumban, oui. D'une mère de Fumban et de père de Fumban. Et donc j'ai grandi en parcourant Yaoundé, Fumban, Bafoussam, et puis enfin Douala à travers le Cameroun, tout simplement parce que mon père était fonctionnaire. Oui. Je pense souvent que j'aurais pu faire plusieurs villes, mais mon père, je le dis souvent, a été oublié à Bafoussam. Donc j'ai passé plus de temps à Bafoussam. Et Bafoussam, c'est la ville où j'ai grandi et j'ai passé plus d'années en fait de mon naissance jusqu'à l'âge où je suis venu, l'âge adulte quoi, où je suis arrivé ici à Douala dans les années 92. Et donc j'ai grandi dans cette famille de 10 enfants, dont je suis l'aîné. Et j'ai donc eu cette chance-là d'être entouré de filles et de garçons égal à égal, parce qu'il y a 5 filles, 5 garçons. Mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents attentionnés qui m'ont suivi au fil de ma vie de garçon et d'adolescent. Et qui ont été attentionnés par rapport à ce que je faisais, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de faire le choix vraiment de ce que je voulais faire de ma vie très tôt. Donc j'ai commencé je me suis découvert une certaine habitude de toucher à tout, de bricoleur. J'étais très excessif même d'ailleurs dans la perfection. Quand je veux fabriquer les voitures d'enfants, je vais un peu loin dans l'esthétique, des choses comme ça. Et donc j'ai à un certain moment commencé à avoir de l'intérêt pour le dessin, la peinture, à m'intéresser à l'art de mon terroir, à observer beaucoup, et puis à l'art occidental aussi, il ne faut pas le nier.
parce que j'ai grandi comme ça en allant à l'école occidentale et à lire des livres et notamment des livres sur l'art. Donc voilà, ça c'est la première partie de ma vie jusqu'à l'âge où je m'engage vraiment professionnellement. Ça c'est autour des années 80, début des années 90. Je me fais découvrir par un imprimeur, et tout simplement parce que non seulement les portraits que je faisais, en plus de ça, je faisais aussi beaucoup de choses publicitaires sans m'en rendre compte, pour faire plaisir aux gens. Ce qui me motivait, c'était vraiment de faire plaisir aux gens, de faire des portraits. Les gens en demandaient et redemandaient. Et un jour, j'ai fait le portrait d'un ami couturier, pratiquement de mon âge, quoi. Et que j'étais admiratif parce que c'est quelqu'un qui avait laissé les études pour se consacrer à la couture parce que c'était sa passion. Et pour lui rendre cet hommage, je lui fais plaisir, je lui ai fait un portrait en mettant des textes autour, et je ne savais pas que c'était une forme de publicité moderne. Et un entrepreneur m'a remarqué en allant faire confectionner ses habits là-bas, et il savait que ça devait être mon futur patron en quelque sorte. Il m'a fait venir à Douala, et c'est comme ça que j'ai quitté mes parents, mes frères et sœurs, pour m'engager vraiment dans la vie, quoi. Parce que je devais déjà avoir un salaire par mois. Et puis, ce qui me motivait, en fait, c'était de pouvoir me consacrer vraiment entièrement à l'art. Je le savais déjà depuis l'adolescence que c'est ce que j'allais faire. Donc, je travaillais de manière provisoire, en fait, dans cette entreprise. Je travaillais, et chaque fois que je gagnais un peu d'argent, c'était vraiment pour acheter du matériel. J'avais des projets d'ateliers vraiment personnels où je puisse explorer des choses. Donc voilà quoi, j'ai de fil en aiguille comme ça rencontré des artistes et promoteurs d'art et qui m'ont permis d'agrandir ma connaissance, parce que j'ai beaucoup échangé avec des artistes aussi, j'ai beaucoup côtoyé les artistes, j'ai fréquenté des lieux artistiques, je suis allé aussi chercher de quoi me nourrir intellectuellement, et ça m'a beaucoup grandi, et jusqu'au moment où mon travail a été remarqué. J'ai fait mes premières expositions collectives et puis ensuite individuelles, et je suis parti du pays parce que j'étais sélectionné à la Biennale de Dakar. Et tout cela, à chaque étape de ma vie, comme celle-là, ça me booste, ça me démontre en réalité que c'est ma vocation, et ça me permet d'aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'expositions ici au Cameroun. Je suis fier vraiment d'avoir commencé à faire pas mal d'expositions majeures ici au Cameroun. Mais j'ai eu la chance aussi d'en faire aussi beaucoup à l'étranger, et des expositions importantes en fait. Alors vous parlez de votre enfance en indiquant que si vous n'avez pas eu les parents que vous aviez eus, vous n'aurez pas suivi cette voie.
Alors c'est peut-être important de le souligner qu'il faudrait que les parents encadrent leurs enfants et les laissent faire les propres choix de leur vie. C'est peut-être très important. Alors au milieu de vos frères et sœurs, vos frères et sœurs étaient comme vous? Est-ce que chacun avec sa particularité? Alors, comment ça se passait? Mes frères et sœurs n'étaient pas comme moi. Chacun avait sa particularité. Comme je vous le disais, j'ai quatre frères et 5 sœurs. Et il y a un de mes frères, celui qui me suit directement, qui est parti très tôt, paix à son âme, Aruna. C'est son prénom. De regretter maman. Donc, et aujourd'hui, je suis très heureux parce que tous mes frères et sœurs ont suivi chacune sa voie. Et il n'y a que moi qui ai emprunté la voie de l'art. Mais toutes sont heureuses dans tout ce qu'elles font et ce qu'ils font. C'est quoi être un artiste en réalité? On parle beaucoup d'art, on lit des choses sur l'art, on voit des choses, mais c'est quoi être un artiste? Moi, ce qui me vient immédiatement à l'idée, c'est un faiseur de choses. C'est un faiseur de choses qui prennent un sens poétique, tout simplement. Quand je dis choses, c'est vraiment qui crée des choses palpables, visibles, en les agençant de manière que ça ait un sens poétique. Chacun peut interpréter et donner le qualificatif qu'il veut, mais du moment où cette chose visuelle, ou bien ça peut être sonore, il y a des œuvres visuelles et des œuvres qui sont en même temps visuelles, sonores, des œuvres ça dépend de l'interprétation de chaque personne. Voilà, je considère celui qui fait des choses qui interpellent les autres est un artiste. Mais il faut que cela ait un sens et que ça émeut la personne et que ça pousse la personne à mener une réflexion par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est une vocation finalement? C'est un métier ou c'est une vocation? Est-ce que c'est donné est-ce qu'on va à l'école pour être artiste ou est-ce qu'on est artiste? Bon, c'est les deux, c'est les deux, mais je pense que la vocation précède le métier. À travers des milliers d'années, il y a toujours eu des artistes. Mais les artistes prennent des sens différents selon les époques qu'ils traversent. C'est ce que moi je pense. Aujourd'hui, le capitalisme et puis la société a beaucoup changé selon les normes qu'on impose aux gens, qui fait que la connotation d'artiste n'est pas ce qu'elle aujourd'hui, par exemple, ce qu'elle était il y a quelques années, par exemple à l'époque de mes ancêtres. Quand je vois par exemple les masques, les sculptures qui ont vraiment beaucoup joué dans mon travail, parce que j'ai beaucoup observé, j'ai essayé la texture des matériaux et tout, le sens même, la signification. Quand c'est des œuvres qui n'étaient pas signées, par exemple, et ça montre à quel point les artistes de cette époque étaient l'humilité des artistes de cette époque. Ça montre aussi
pas qu'ils n'avaient pas d'intérêt à ce qu'ils font et à ce qu'ils vont gagner, mais c'est ça, le dévouement qu'il y a derrière, ça m'a toujours fasciné de voir ces masques et statuettes anonymes comme ça. Je pense aujourd'hui, moi je m'inscris dans une autre forme d'art que dans lequel je me suis enrôlé comme ça par rapport à l'époque dans laquelle je vis, et je dois malheureusement m'adapter à ça, puisque je dois continuer à ma vocation. Je dois continuer à créer, parce que c'est la création artistique et quelque part, ce qu'on ne voit pas, une nécessité, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui sans laquelle vous n'avancez pas, vous ne vous identifiez pas, vous ne vous façonnez pas, vous ne devenez pas ce que vous êtes. Et après, si on considère ça comme métier, c'est parce qu'on a envie les gens aujourd'hui ont cette aptitude, cette habitude-là, et selon les mentalités, de nommer toujours les choses. Et ils ont besoin d'indiquer que cette œuvre appartient à tel, est fait par tel, vient de tel. Et là, ça fait que on ne peut pas ne pas considérer être artiste comme un métier. Oui. Alors, mais finalement, ça signifie que l'art a beaucoup évolué avec les codes. Est-ce que les codes changent ou ils sont les mêmes quand même? Oui, les codes changent par rapport à la société, par rapport à la modernité, par rapport à la technologie. Les artistes avant étaient beaucoup plus des artisans, oui, par exemple. Oui. Parce qu'ils avaient les outils rudimentaires, des outils qu'ils avaient apportés de moins selon l'environnement dans lequel ils vivent. Aujourd'hui, j'ai une passion, même par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de gadgets qui te permettent de couper des choses, de les assembler, et puis même des médiums plus raffinés, des choses comme ça, auxquelles on ne peut pas résister. Parce que c'est une autre époque, il n'y avait pas ça avant. Et ça fait aussi que on a un résultat aussi qui reflète notre société, qui reflète aussi notre société dans cette avancée technologique et moderne. Alors, Salifou Lindou, est-ce que ça signifie aussi qu'un artiste doit toujours s'adapter? Est-ce qu'il doit toujours se réinventer? Oui, effectivement, on doit s'adapter. On n'a pas le choix. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a choisi d'aller vivre comme on vivait à l'époque, peut-être reclus comme ça. Je n'ai pas encore vu ça. C'est pour moi, pour moi, c'est pas possible. Si on veut être en harmonie et avec la société et l'environnement tel qu'elle évolue, dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, vous avez les ateliers Lindou. Hein? Pouvez-vous nous parler des ateliers Lindou? Les ateliers Lindou, c'est mon environnement. Oui. C'est en même temps mon atelier. C'est le lieu où je travaille. J'ai toujours eu envie d'avoir un espace où je peux accueillir des jeunes et même des amis qui viennent partager, travailler, échanger avec moi. Ça crée des liens. Et
il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune fille dont j'aime le travail, qui travaille beaucoup dans la performance artistique, qui m'avait même d'ailleurs rencontré parce qu'elle voulait que je l'aide, puisque moi-même je fais de la performance artistique aussi. Je l'aide à travailler sur des objets témoins qu'elle devait utiliser dans sa performance dans un festival. Et donc, au fil du temps, on s'est mis à travailler ensemble et on a eu cette idée de créer les ateliers Lindou. Donc, elle m'a proposé de créer, de transformer mon atelier de travail en atelier multiple. Parce qu'elle estimait que, d'après ce qu'elle me disait tout le temps, que je fais pas mal de choses différentes. Et c'est quelque chose qui est dans ma manière d'être. Et je touche à des différentes techniques. C'est quelque chose, un besoin que j'éprouve vraiment de manière naturelle. J'aime quitter le papier, aller sur la toile, et puis après faire même du modélage, des choses comme ça. Des fois, je n'aime pas les couleurs, je travaille de manière très sobre sur des tons uniques ou des monochromes. Et donc, il y a des moments où j'ai envie que mon travail explose par les couleurs, des choses comme ça. Donc, on s'est dit et on a créé, justement, au même moment, on a lancé une exposition pour faire connaître, une exposition rétrospective. Il y a 2 ans, 2002, je crois, pour faire vraiment connaître ce mouvement-là. Les ateliers Lindou, c'est un lieu auquel j'aspire, qui, au final, je souhaiterais un jour que ça soit vraiment effectif, parce que pour le moment, c'est un petit espace, que ça soit un vrai atelier avec des espaces où on pratique des différentes techniques comme la gravure, la peinture, le dessin, le modélage, la céramique et autre chose. Parce que pour moi, c'est ça qui m'a forgé, c'est-à-dire le mixage de matériaux. Et je me dis que je serais vraiment très heureux qu'un jour je vois des artistes venir là-bas parce qu'ils trouvent un intérêt à pratiquer il peut trouver une solution à des projets qu'il a en étant là, parce qu'il peut faire diverses choses. Voilà. Alors, vous aimez la peinture, c'est d'ailleurs l'un de vos amours. Parlez-nous un peu de votre parcours, vos débuts dans la peinture. Comment vous est venue l'envie de peindre? Aussi, c'est des questions qu'on me pose très souvent, mais c'est difficile. Hein? C'est difficile de vraiment préciser exactement à quel moment est venue l'envie de peindre. Mais moi, quand je vois je fais la rétrospection comme ça, je me rends compte que très petit, vraiment, c'est quelque chose qui me rendait heureux de griffonner comme ça. Même à la maternelle, j'ai des vagues souvenirs comme ça, où c'est des choses que j'allais montrer le plus à ma maman pour qu'elle voie, parce que l'enfant pense toujours c'est sa maman qui doit juger ce qu'il a fait, et quand il est sûr qu'il a vraiment, c'est vraiment beau, c'est sa maman. Donc j'allais tout le temps dire voilà, et je dessinais beaucoup. Et en grandissant comme ça, je me suis vu en train de peindre, de manipuler les objets.
J'ai toujours été quelqu'un de très tactile. Donc c'est surtout ça qui m'a toujours fait penser que c'était la voie que j'allais suivre. Oui. Et je le sens vraiment depuis que je suis tout petit. Est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, faire un autre métier? Non, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Même parfois j'ai envie de faire comme certaines personnes font de business. Je n'y arrive pas. Ou de faire une activité comme ça, je n'y arrive pas. La seule fois que j'ai vraiment travaillé dans une entreprise, c'était quand je suis arrivé ici à Douala. Mais je me sentais pas bien. De sortir le matin, aller faire autre chose que de faire vraiment ce qui me concerne, ce que vraiment. Bon, c'est vrai que je dessinais. C'est même la raison pour laquelle j'avais quitté mes parents pour aller là-bas. Je leur ai dit peut-être c'est la seule chance que j'ai. Parce que je n'avais pas dans l'esprit que j'allais vraiment évoluer dans le milieu ou bien peut-être avoir une réputation dans le milieu artistique. J'avais dit à mes parents que c'est peut-être la seule chance que j'ai. Et je suis parti. C'est avec ça que j'ai convaincu mes parents. Je leur ai dit, c'est ce que j'aime faire. Vous imaginez, je vais passer des jours à dessiner, je vais être payé pour ça. Même si ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est ce que j'aime faire. Donc, ça a été difficile aussi d'arrêter pour vraiment poursuivre une vraie carrière artistique. Parce que ça me permettait vraiment de vivre, de régler mes factures. Mais j'ai tenu. J'ai tenu jusqu'à ce que mon travail commence à être... À apporter. Comment décriez-vous votre art? Il faut dire que vous avez une signature toute particulière, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à une ère où la plupart des artistes font signer leurs œuvres. Mais il faut dire que lorsqu'on connaît un artiste, ou parfois lorsqu'on ne le connaît pas, juste avoir son œuvre, on se doute que c'est lui. Alors comment est-ce que vous décriez votre art? Comment vous décriez votre art? J'irai même plus loin en demandant c'est quoi votre signature? Bon, c'est une question qui c'est pas facile. Je sais pas, j'aimerais que vous utilisiez peut-être d'autres mots pour que je puisse comprendre votre question. Alors, comment décriez-vous votre art aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez votre art? Bon, d'abord, je dirais que j'ai une démarche qui vise à toucher le narcissisme de l'être. Parce que pour moi, peindre, c'est un engagement aussi quelque part. C'est d'écrire certains mots, certaines situations que nous vivons, que moi-même je vis. Je me dis, ça ne sert à rien devant certaines situations, même politiques, sociales, de se mettre à râler, de crier. Il faut poser des actes avec les outils qu'on a. Et moi, mon outil, c'est la peinture. Et quand je suis arrivé ici à Douala, j'ai constaté que j'étais dans un environnement où, par exemple, la publicité était... il y avait vraiment un désordre urbain
et une sorte de foisonnement comme ça, d'encombrement qui se passait surtout dans les carrefours. Et en même temps, l'autre constat, c'était vraiment cette anarchie dans les quartiers populaires, les quartiers défavorisés, avec l'insalubrité, le manque d'eau, avec l'électricité. Comme vous le savez, comment ça fonctionne, l'impact que ça a sur nous au quotidien. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'exprime là-dessus. La première chose, c'était d'aller vraiment et de toucher dans les quartiers des choses qui sont vraiment des symboles qui vraiment décrit cet environnement-là, cette précarité-là. Et je me suis intéressé à la tôle. J'ai trouvé que les tôles étaient des matériaux vraiment symboliques qui vraiment traduisent cette précarité-là. Et je me suis mis donc à travailler là-dessus. Et surtout, j'ai opté pour ce matériau parce que c'était en même temps un matériau qui côtoyait les gens, que les gens ont touché, ont colmaté, ça quitte de la toiture à la barrière, et ça permet de fermer certaines fentes qui s'élargissent sur les carabotes, des choses comme ça. Donc tout cela m'a beaucoup inspiré. Je me suis mis à travailler dans l'idée que je pouvais toucher la conscience des gens beaucoup plus avec ce matériau-là. Et les concernés, et même ceux qui travaillent au quotidien pour améliorer cette situation, ceux que nous votons pour aller décrier, que ça puisse les toucher pour qu'ils aillent revendiquer et qu'ils bougent. Donc j'ai travaillé avec ce matériau pendant longtemps. Je pense que c'est ce travail-là qui m'a fait connaître. Et à un certain moment, ayant un passé vraiment de dessinateur, j'ai fait vraiment, quand je vivais chez mes parents, je faisais des portraits de tout le monde. J'étais vraiment très sollicité. Je pense que c'est cette période-là, je ne peux pas compter le nombre. J'ai pratiquement dessiné tout le monde dans la famille et environnants. Ah oui. Et c'est ça qui m'a forgé. Donc, ayant fait sensation avec ce travail beaucoup plus abstrait, c'est un travail abstrait, le travail avec le métal. Oui. J'ai remarqué que les gens pensaient que je ne savais pas dessiner parce que j'agençais les choses comme ça. Oui. Je faisais c'était très géométrique. Ce que je faisais, je graffais des vieilles tôles sur le bois pour faire des tableaux. Et dans les 2013 comme ça, je me suis dit je vais essayer de revenir dans mes anciens et me remettre au dessin. Oui. En fait. Et je me souviens, j'étais en Hollande et j'étais parti pour un projet et j'avais beaucoup de temps. Je devais passer un mois comme ça et je devais travailler peut-être 2 jours par semaine. Oui. Et le reste du temps, je n'avais rien à faire. Donc je suis allé et j'ai acheté un bloc de papier et des pastels. Comme même dans le travail avec la tôle, je suis très minimaliste. J'avais toujours des résultats monochromes comme ça.
J'ai pris juste 2 couleurs, une couleur terre de sienne, sanguine, et une couleur noire. Je me suis dit, je vais partir, comme c'est un travail que je commence, je vais partir comme les maîtres occidentaux de l'époque de Léonard de Vinci. Oui. Et j'ai acheté des Rembrandt, des pastels Rembrandt. Et je me suis mis à griffonner. Et je suis parti dans l'idée vraiment de comme un enfant, de faire des choses. Parce que je n'étais pas dans une recherche pour vendre, pour m'occuper. Et en le faisant, par la suite, j'ai compris qu'il suffisait d'avancer vraiment de manière désinvolte comme ça. Et puis après, on commence à trouver des choses, on arrange. Et ça pouvait être une démarche. C'est comme ça que je me suis mis à faire du pastel sur le papier, comme je le fais jusqu'à aujourd'hui. Ça a pris d'autres tournures, j'ai associé des couleurs, c'est la base de mon travail. Et puis, quand je décris la manière dont je me comporte, quand je dessine, c'est une façon pour moi d'essayer de peindre l'être, l'âme, oui. Et qu'on lise l'âme de l'être à travers la texture de son corps. C'était ça ma démarche. C'est pour ça que mes personnages aujourd'hui sont un peu translucides comme ça laisse entrevoir parfois des ossements, des boyaux, des intestins. Et pour moi, c'est une façon de toucher l'être, le narcissisme. Je pars comme ça dans une dualité. Quand je mets les choses en désordre, je les équilibre. C'est une dualité. C'est deux aptitudes opposées que je mets en scène. Et pour moi, l'art, un objet d'art doit être un duel perpétuel dans la construction comme ça. Donc, moi, parce que l'être humain est vulnérable, mais fort aussi. Donc, j'essaie de jouer avec les deux pour toucher le narcissisme des gens. Je me dis qu'une œuvre, pour que ça touche les gens, il faut passer par son côté narcissique. Et celui qui pense qu'il est fort, tu lui sers son côté vulnérable. Et celui qui est dans la fragilité, oui. Tu lui sers en même temps. Tu lui rappelles qu'il est aussi fort. Et moi, je construis mon art dans une sorte de dualité perpétuelle dans l'agencement, que ce soit dans l'agencement des choses, que ce soit dans les couleurs, les lignes. Et voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure d'âme. Est-ce que ça signifie qu'il y a quand même une dimension spirituelle dans votre travail? Oui. Je pense que c'est ça. Quand je parle comme ça, je suis en pleine spiritualité. Je suis en quête. Perpétuelle de trouver un sens à ma vie, un sens à mon rapport à l'autre, un sens à l'au-delà, d'où on vient et où on part. Et tout cela est une... je suis en pleine recherche permanente et une envie de donner un sens
à ma vie. Alors, artiste poignant sur la scène contemporaine camerounaise, votre parcours reste quand même un récit remarquable d'autodécouverte. Et si vous nous parlez de votre parcours, des réalités de votre univers, difficultés et défis, comme vous le faites, c'est parce qu'il y en a. Voilà. Alors, l'art africain contemporain s'appuie sur une riche tradition artistique qui s'étend sur des siècles. Le talent et la beauté de vos expositions ont été célébrés lors de votre première exposition personnelle, et ça, c'était à Londres. Quel est votre état d'esprit lorsque vous préparez une exposition? Bon, aussi, c'est pas facile lorsque je dirais, préparer une exposition, c'est très vite dit, parce qu'avant qu'on te sollicite pour une exposition, il faut que tu aies fait un travail colossal par derrière. D'accord, on en parle. Donc, quand je travaille, moi je procède par série, par sujet. Là, par exemple, ces dernières années, j'ai travaillé sur la question du conflit au Nozo. Et avant de commencer, il a fallu que je réfléchisse à ce que je vais faire et que je comprenne exactement de quoi il s'agit, que je sache exactement de quoi il s'agit. Et que je prends le temps, je réfléchis, je cherche à comprendre. Je vais même souvent dans des zones où, par exemple, les personnes déplacées qui quittent leur terre arrivent et pour voir un peu comment ça se passe. Et je m'étais rendu compte en commençant, par exemple, je prends juste cet exemple parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets que je traite dans mon travail. J'ai constaté qu'en réalité, dans les médias, on parle beaucoup plus de morts. Et c'est ça qui émeut beaucoup plus les gens. Chaque jour, les gens qui meurent et tout. Mais on oublie en réalité le déracinement, c'est-à-dire les gens, les vivants qui quittent leur terre, leur famille, et qui ne reviendront jamais. Donc j'ai commencé à faire ce travail. C'était pas facile. Donc chaque fois que tu dois faire un travail pictural, tu te demandes comment représenter telle ou telle chose de manière picturale, de sorte que les gens comprennent ce que tu veux dire et que donc, comment exprimer le départ des gens et que la manière dont tu le fais sur la toile, qu'on comprenne qu'il s'agit de ça et qu'il y ait un sens, qu'on ressente cette gravité dans l'attitude, le mouvement de déplacement des gens comme ça. Et ça, c'est pas facile. C'est un travail qui se construit non seulement en amont, dans la réflexion, parce que je prends toujours beaucoup de temps, plus de temps même, pour penser ce que je dois faire avant de le faire. Donc ça demande beaucoup de... Et maintenant, lorsque je le fais, bon, je dis que ça prend moins de temps, la pratique, parce que la pratique, c'est quelque chose que j'ai déjà développé. Oui. Comme je vous parlais, par exemple, de la texture, de la manière dont je traite le corps. Donc, c'est quelque chose qui est déjà devenu une routine. Mais le plus dur, c'est comment mettre ça en mouvement pour qu'on comprenne comment je rends ça grave, comme ça, et compréhensible. C'est dans le sens du sujet que je développe. Voilà l'ambiance dans laquelle je vis au quotidien, quand je commence une série, parce que je travaille beaucoup en série, oui. Une série de travail, parce que
Je travaille en série justement pour toucher à tous les angles, les aspects de cette émotion que je veux susciter. Et ça n'arrive pas seulement dans un tableau, ça peut arriver au bout je suis satisfait au bout parfois d'un certain nombre d'œuvres sur un sujet. Alors, est-ce que vous avez quand même eu des personnes qui vous ont inspiré, ou même des personnes qui vous ont influencé sur tout au long de votre carrière jusqu'ici? Beaucoup. Déjà, tout le monde m'inspire. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens, que ce soit ici au Cameroun ou bien parce que j'ai beaucoup lu sur l'art occidental. J'ai aussi beaucoup mené des recherches sur l'art de notre terroir, et surtout de ma région natale. Et j'ai rencontré pas mal d'artistes ici, des aînés, quand je venais d'arriver ici à Douala, et même les plus jeunes, et même il y a même des étudiants, ceux qui sont arrivés après moi, qui me fascinent dans ce qu'ils font. Donc moi je suis inspiré sans vraiment avoir honte. Je suis inspiré de beaucoup de gens, même des gens moins âgés que moi. Je m'inspire au quotidien des gens, pas même seulement des artistes, même de certaines personnes dans leur discipline, dans leur métier. Donc, l'inspiration pour moi est partout. Je m'inspire tout le temps. Même sur Internet nous offre la possibilité. Chaque jour, je vais sur Google pour comprendre certains aspects des choses. Et je rencontre toujours des faiseurs, des inventeurs, des gens qui ont été à l'origine de ça. Et j'essaie de comprendre comment ils y sont arrivés. Moi, c'est difficile de dire que une personne, 2 ou 3 m'ont inspiré. C'est énorme, les personnes qui m'ont inspiré. Ah, d'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué avoir une préférence pour les couleurs monochromes. Mais pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime aller à l'essentiel. Quand j'ai entrepris le travail sur l'être, sur le côté vulnérable et fort de l'être, comment les agencer comme ça et faire exploser comme ça, je m'étais dit qu'il ne faut pas qu'en avançant, qu'il y ait quelque chose qui vienne distraire vraiment ce que j'ai envie de dire. C'est que j'ai le point que j'ai envie que les gens regardent. Et j'ai vraiment fait abstraction aux couleurs, par exemple, déjà. Je me suis dit, je pars dans une couleur, ça ne marchait pas parce qu'il y a quelque chose qui me... Je me suis dit, quand l'être, quand je mélange, par exemple, le noir et le marron, je peux obtenir vraiment la texture de... Lorsque ça s'imbrique comme ça, la texture du corps, de notre peau telle qu'on le voit comme ça. Et lorsque je reste dans... Parce que la sanguine, la couleur que j'appelle la couleur marron, c'est un peu comme la couleur du sang. C'est la chair. Donc, et
comme j'étais parti dans ce processus-là de faire en sorte qu'on remarque la couleur de notre peau et qu'à travers le corps, que je fasse entrevoir la chair, les ossements, je devais forcément travailler avec la sanguine, c'est-à-dire ce pastel marron là, pour obtenir ces effets de matière interne comme ça. Mais au début, je pensais que je m'aventurais vers un travail qui risque d'être vraiment dur à regarder. Oui. Mais il a aussi fallu travailler pour ne pas choquer, être assez subtil dans ce qui fait qu'à la fin on a un résultat qui vraiment reste et touche plutôt au niveau vraiment psychique, lorsqu'on perçoit, pas de manière violente, oui, mais émotionnelle. Alors, que pensez-vous des périodes où un artiste n'est pas inspiré? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, ça m'arrive tout le temps. Même d'ailleurs cette période ici. Et comment vous vivez cela? Est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce que vous vous dites c'est normal, ça reviendra? Ou alors vous vous inquiétez? Comment ça se passe? Oui, je m'inquiète. Ça me rend la vie dure parce que ça me fait perdre l'appétit. Il y a beaucoup de choses. Je deviens nerveux. Comme tout le monde, quand ça ne marche pas dans ton travail, tu souffres. J'ai passé une nuit sans dormir parce que j'étais parti de l'atelier. J'avais le sentiment que je n'avais pas bien terminé, par exemple, une œuvre. Et qui est l'œuvre qui va déclencher les autres. Oui. J'ai pas bien dormi. J'ai dormi peu cette nuit. Je me suis réveillé. J'étais pas bien. Oui. Et c'est comme ça. C'est tout le temps que ça arrive. La vie est comme ça. D'accord. Et à ces moments-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez des vacances, vous vous dites c'est peut-être le moment de me ressourcer? Est-ce que vous avez un rituel qui vous permet de revenir? Pour le moment, c'est ma famille, c'est mes enfants. J'essaie de passer plus de temps avec eux. Quand je laisse. Et je passe plus de temps avec eux. Et c'est ce qui me permet de... Parfois, je leur fais venir à mon atelier. Oui. J'ai 2 garçons. J'ai une fille de 15 ans. Oui. 2 garçons qui sont admiratifs. Oui. de moi, qui font tout le temps, ils me montrent ce qu'ils font. Oui. Je les fais venir dans l'atelier et on passe le temps ensemble. Et là, j'arrête de travailler, je les vois faire. Ça doit être formidable d'avoir des enfants qui aiment ce qu'on fait, qui s'imprègnent de ce qu'on fait, et à plus forte raison de l'art. Oui, c'est extraordinaire. Je réalise par quoi je suis passé.
parce que c'est très nostalgique de les voir comme ça. Ça me rappelle quand ils viennent tout le temps me montrer ce qu'ils ont fait. Moi, je n'hésite pas, ça vient spontanément. C'est pour ça que l'éducation est très importante. Je n'hésite pas, même si je suis pas si je suis de bonne humeur, je dis toujours que c'est bon. Et je m'arrête, je prends le temps, parce que j'ai beaucoup gagné en ayant la mère que j'ai eue, qui était vraiment toujours là et qui a trouvé toujours les mots vraiment flatteurs pour m'encourager quand je venais lui montrer ce que j'ai fait. Moi, j'ai grandi comme ça jusqu'à un certain âge. Je faisais tout à l'idée de rendre ma mère fière. Et je pense que c'est très important d'éduquer les enfants à être constamment dans l'envie de rendre leurs parents fiers. Et ça les pousse à vraiment à se dépasser. Alors, on a un peu évoqué la peinture tout à l'heure, qui est l'une de vos passions, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous aimez en dehors de la peinture? En dehors de la peinture, ce qui n'est pas artistique? Voilà, en dehors de ce qui n'est pas artistique. Bon, voilà, c'est aussi une autre chose que quand j'ai mal passé la journée, j'ai pas vraiment fait. Je vais jouer au billard. Je sais, c'est un art aussi, hein, parce que je me retrouve dans une autre forme d'art, mais qui me détend beaucoup plus, parce que je n'ai pas trop de contraintes, je n'ai pas de compétition là en vue de quelque chose à réussir. Alors, Salif Oulindou, quelle est votre devise dans la vie? Devise en mots? Oui, comment vous vous tenez? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez la vie? Pour moi, la vie, c'est... oui, on a l'habitude de dire que la vie, c'est un combat. La vie, je vois la vie comme un combat. La vie, c'est un combat perpétuel, plein de... Comme disait un poète là, très connu, d'épines et de fleurs. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Donc c'est... Et la vie, je pense que... Moi, j'ai la même vision que ce poète-là. Son nom va me revenir. C'est un poète français. Oui. Un écrivain français. Donc la vie est un... C'est-à-dire, c'est comme un spirale comme ça. Il y a des moments difficiles et des moments de bonheur. Et chaque moment de bonheur elle est intense selon le moment, les moments de malheur qu'on a vécu. Donc ça se complète. On ne peut pas être heureux si on ne connaît pas le malheur aussi, les moments de malheur. Alors, est-ce que dans votre métier, dans votre carrière, vous avez quand même eu des périodes difficiles? Oui, j'ai la période où j'ai arrêté de travailler, parce que j'ai fait ma première exposition. Je travaillais dans une agence de conseil en communication, comme maquettiste, dessinateur. Dessinateur, vous l'avez dit?
Donc, quand j'ai fait cette exposition, qui a eu beaucoup de sensations, de succès, puisque après j'ai été retenu dans la sélection de la Biennale de Dakar en 89. Oui. Et j'ai commencé à faire des voyages, de symposiums, des choses comme ça. Et ça faisait un manque à gagner à mon patron qui était comme mon grand frère. Oui. C'est quelqu'un qui vraiment m'avait adopté comme un petit frère. Et je ne voulais pas avoir lui faire des manques à gagner. Il n'aurait pas eu le courage de me dire, bon, c'est fini. Mais je voyais le temps que je passais dans mes voyages, ça m'embêtait. J'ai décidé un jour d'arrêter et de me consacrer uniquement à ça. Et ça n'a pas été facile parce que du coup, comme j'avais un bon salaire là-bas, je gagnais bien ma vie. À un certain moment, j'ai vu que je ne pouvais pas payer le loyer. J'ai quitté ma maison. C'était affreux, quoi. J'ai été mis dehors, comme on dit. Donc, et ça a été une période difficile. Et j'ai mis du temps vraiment pour remonter. Mais bon, heureusement, c'est arrivé assez vite. C'est arrivé assez vite. C'était autour de fin des années 90. Hein. Oui. 88, 89, 2000. Alors, on va écouter, hein, on revient juste derrière. Hein, on va écouter un petit extrait. Salif Oulindo, à son bas âge, il faisait déjà des choses, mais je me demandais, mais le gars, s'il veut choisir son métier ou quoi, il ne faisait que dessiner, ramasser les brindilles, faire les pyramides, faire les dessins. Il ne faisait s'occuper toujours de ça. Il aimait ça, il aimait beaucoup l'art. Bon, ça ne m'étonne pas. Il est devenu international. Merci Dieu. Vraiment. Son premier dessin, c'était le dessin du roi Njoya et le roi Njemolo Seydou. Il les a bien dessinés. Il m'a montré. J'ai dit, c'est toi-même qui... Ce n'est pas possible. Il dit, maman, je voulais que tu m'accompagnes au palais. Elle avait 10 ans. 10 ans, 12, 10 ans comme ça. Tu m'accompagnes au palais, je vais donner ça au roi. J'ai dit, ok, allons. Je descends au palais, on descend au palais. Le roi était déjà sorti. Puisqu'il avait déjà bien enveloppé, on est descendu, on a salué le roi. J'ai dit, c'est mon enfant. Comme je suis une princesse du palais, et présenté Salif Oulindo. Il dit, c'est lui qui a vraiment fait une surprise pour vous. Il a détaché, il a montré au roi, il a montré les deux photos, les deux dessins.
Il dit, mais c'est moi-même ici. Ce n'est pas possible. Il était très content, très content. Alors, à l'entrée du palais, dès que tu entres, c'est de deux côtés là-bas en haut du palais, du palais. Le roi Njoya est à droite, le roi Njimolo Seydou à gauche. Dès que tu entres, tu soulèves ta tête, tu vois. Alors, il a fait installer là-bas. Comme il était très content. Je peux dire que Salif Lindou a pris le sang royal. Parce que le roi Njoya a fait des miracles aussi. Le roi Njoya a fait des miracles. Il a fabriqué la machine à écraser. Il a sorti l'écriture, son écriture. Il a fabriqué les tissus, les pagnes. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, je ne suis pas étonné. C'est déjà dans le sang, quoi. Ça, il faut... Je suis fier de lui. C'est mon fils, mon premier fils. Je suis très fier de lui. Il est devenu international et ça me fait beaucoup de plaisir. Vraiment. Qu'est-ce que je peux dire? Il est devenu international. C'est le mot que je voulais seulement vous passer, vraiment. Je ne sais quoi dire pour le moment. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est une surprise. Ma maman a été, il n'y a pas longtemps, intervenue dans le premier documentaire qui a été fait sur mon travail dans le cadre de Sèvres, de ma rétrospective par Yvon Gassam. Oui. Qui est un artiste visuel aussi et ami. Et donc quand j'ai entendu sa voix, j'ai pensé que c'était la reprise, mais c'est le fond de ce qu'elle dit qui m'a fait comprendre que c'était une surprise. Beaucoup d'émotions dans le regard et même dans la voix de notre invité. L'amour d'une maman, c'est un amour invincible, éternel, comme à la naissance. C'est un amour qu'on ne peut quantifier. Oui, moi j'ai compris, c'est quand j'ai quitté mes parents que j'ai compris à quel point j'aimais ma maman, parce qu'elle m'a beaucoup manqué les premiers. Quand je suis arrivé ici à Douala, oui. Je retournais les voir tous les 2 semaines et ma maman particulièrement me manquait beaucoup. Félicitations pour ton nom. Être à son tour parent, c'est quelque chose d'extraordinaire. On vient d'écouter quand même la voix de votre fils, oui, qui célèbre ce que fait son papa. Oui, mon premier fils, voilà, Tariq.
qui aime ce que fait son papa, c'est extraordinaire d'avoir un enfant à un bas âge comme ça qui a déjà le cœur assez grand pour comprendre ce qu'est l'art. Oui, vivre dans cet environnement. Ça fait 3 ans seulement que j'ai quitté ma maison pour aller m'installer ailleurs, installer mon atelier ailleurs. J'ai toujours vécu en travaillant dans ma maison, la même maison où je vis avec ma famille. Donc ici, des enfants qui, en grandissant comme ça, ont été habitués à me voir. Parfois, je mets des papiers sur le mur dans la cuisine, au salon, même dans les chambres, pour profiter. Et donc, ils ont vécu dans l'ambiance. C'est des enfants, par exemple, ils ont grandi en sachant qu'ils ne doivent pas toucher à mes dessins ou bien à salir mon matériel. Oh, ça, c'est difficile oui. d'apprendre cela à des enfants. Oui, la rigueur. Vous avez transmis assez tôt la rigueur à voilà, parce que j'ai travaillé vraiment dans mon salon. Oui. Donc, il fallait être rigoureux pour que les choses ne se retrouvent pas en désordre et tout. Et bon, maintenant, ils continuent à venir à l'atelier, ils sont plus à l'aise parce que quand ils arrivent, je suis j'ai commencé quand je me suis installé dans cet atelier à vraiment travailler avec la peinture. C'était plus monochrome, comme vous disiez tout à l'heure, les dessins et tout. Et comme les enfants aiment beaucoup les couleurs, oui. Et que le début de mon travail n'est pas dans la rigueur. Donc quand je commence la série où je fais des collages, oui. Je mets la peinture, c'est vraiment, je peux laisser n'importe qui s'aventurer là-dessus, parce que ça me permet de partir, de prendre un envol. Et donc mes enfants viennent tout le temps à l'atelier, je mets mes toiles au sol et ils s'amusent dessus. Après je viens et je récupère. Ça me permet de donner de la texture à ma toile aussi, de la consistance. Je les laisse s'amuser. Et voilà quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi beaucoup développé leur aptitude au dessin. Ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts. En tout cas, on va dire merci à votre maman. On aura retenu Salifou Lindou est devenu international. Pourtant tu l'as fui, insensé. Tu l'aimais, tu l'as fui. Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, les clashs à l'inspection. Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions. Pardonne-moi d'être parti si tôt, d'être devenu musicien. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Toutes les fois où je devais venir te voir entre 2-3 dates. Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'en privé c'est la tuer, donc n'abrège pas son compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du ferme. Est-ce mes rides qui m'empêchent de lui sourire? Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquaient mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais je maudis ce jour où on t'enterre. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas.
qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime. Retour sur ce plateau, vous êtes au fil de la conversation sur les antennes de la radio utile et agréable. À mes côtés, Salifou Lindou. Nous venons d'écouter un extrait d'une chanson qui met en avant l'amour de sa maman. Je sais que vous dites souvent à votre maman que vous l'aimez. Oui. Parce que je le fais tout le temps. Mais il ne suffit pas seulement de dire à sa mère qu'on l'aime, il faut aussi le faire par des gestes, par son comportement vis-à-vis d'elle. Et moi, ça me réjouit plus quand je sens qu'elle a compris que je l'aime à travers des gestes et des comportements que j'affiche envers elle. Que je t'aime, par exemple. Que de lui dire que je l'aime. Mais... Moi, j'ai posé un acte comme ça, des actes comme ça plusieurs fois. Et ma maman a éclaté en sanglots. Et ça m'a beaucoup ému. Mais je ne l'ai pas vu le faire quand je lui ai dit que je l'aime. Quand je lui ai dit que je l'aime, je ne l'ai pas vu souvent vraiment pleurer de joie. Voilà, manifester. Manifester. Alors, merci Madame Fantasinabou. Merci d'avoir eu confiance à votre fils, Salifou Lindou, et de l'avoir rendu effectivement international. Il a dit sur ce plateau, il vous le doit. Vous avez cru en lui dès son bas âge. Merci Salifou Lindou, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, mais je ne saurais quitter sans votre dernier mot. Voilà. Le dernier mot, c'est juste vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir donné cet honneur-là de m'inviter sur votre plateau. Et je vous souhaite une agréable fin de journée et beaucoup de succès à votre chaîne. Merci. Que je connais même déjà. D'ailleurs, l'année dernière, j'étais là sur vos antennes et j'espère revenir très bientôt. Merci, mais avec plaisir. Merci, chers invités, chers auditeurs, merci, chaleureux auditeurs. Merci, Salifou Lindou, d'avoir été avec nous au fil de la conversation. Retrouvons-nous très vite pour un nouveau numéro. Personnalité, entrepreneur, coach, expert, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Sur ABK Radio, tous les mardis et les mercredis entre 14h et 15h.